Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Génial Taxi FM à Lomé avec mes confrères. Nous allons aborder plein de sujets ce matin. Nous reviendrons sur la sortie la semaine dernière du patron, je dirais pas de la justice, mais du président du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Yaya, une nouvelle fois son réquisitoire largement abordé par la presse togolaise. La question essentielle aujourd'hui, lundi matin, il se passe quoi après? Et vous aussi qui nous écoutez sur la radio pour toujours participer au débat, nous envoyez des messages sur le 93 94 95 64. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. On parlera également de beaucoup d'autres sujets. Vous le verrez. Bienvenue. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Bonjour, Mr. Gérard. Bonjour, pourquoi en anglais? En allemand, ça se comprendrait encore même. Ah ouais, si, bon. Sylvestre, il est anglophone. Enfin, ah bon? Il a plusieurs phones. Non, mais ça va. C'était le week-end, oui. Donc on s'est un peu reposé. Ah, vous avez de la chance, vous. Bon. Et l'homme ne s'est pas reposé, je ne me suis pas reposé, Sylvestre encore moins. Ah, c'était sûrement en bouclage. Hein. Moi, j'ai passé pas déjà. Évident. J'ai passé mon calvaire déjà. Chacun son enfer. Ah oui, si. Je ne vais pas prendre l'enfer de ces deux-là. Vous avez les salutations d'un grand frère qui s'appelle Abou, qui vous salue chaleureusement ce matin. Ah, merci beaucoup. Tout va bien? Bah oui, par contre, moi j'ai un grief. Vous savez, quand j'arrivais tout à l'heure à un feu rouge, je ne vais pas dire c'est entre le pédo et puis le feu rouge de la présidence. Oui, pour ne pas donner la position exacte de ces policiers-là. Alors donc, il y a un Z-man qui a violé le feu rouge. Il viole le feu rouge, il passe et une policière l'arrête. Alors j'étais au volant, je me suis dit intérieurement, sourire, je d'accorise pour m'amuser. Oui. Le monsieur qu'on a pris sur les aides, il était en provisoire, façon là, il s'est levé, il a approché la policière, je me dis mais c'est quoi? En moins de 10 secondes, la policière a remis la clé, le couple est parti, le duo est reparti quoi. Wow. Je me dis mais on est dans quel pays? Ça dit, vous voyez pourquoi est-ce que c'est offusquant de ne pas être dans un état de droit. Pour un autre, un pauvre type sera obligé de payer, on va amener sa moto quelque part, c'est des pièces qui vont disparaître sur sa moto, s'il avait le plein d'essence, il ne va plus trouver une seule goutte, mais celui-là, parce qu'il est quelqu'un, peut-être un policier, un gendarme, je ne sais pas quoi, il passe, vous voyez. Tant que la personne qui est dans un véhicule, sur un véhicule, tant que le véhicule n'est pas estampillé et véhicule prioritaire, alors tout le monde doit respecter le feu rouge. Exact. Tant que ce n'est pas un véhicule prioritaire, tant que ce n'est pas une ambulance, une voiture de police, tant qu'il n'y a pas de gyrophare, tout le monde, on a beau être gendarme ou policier. Surtout parce que vous mettez la vie des autres en danger. Pas que votre vie. Pas que votre vie. Vous envoyez votre enfant à l'école, on le ramène raide mort parce que l'autre il a violé le feu rouge et que celui qu'on a pris, il est, vous m'excusez le terme, un petit gendarme, un petit policier, un petit commissaire, un petit journaliste, un petit ministre. Parce que celui qui viole le feu rouge, il n'a pas d'autre attribut que petit. Quelqu'un qui est grand, il ne fait pas ces choses. Dès que quelqu'un est sur une moto, il dit exactement vous pouvez violer, pour moi il devient petit. Ça veut dire qu'il n'a pas un esprit à ces choses-là. Mais on l'a laissé. Vous voyez comment, ça fait à peine 10 minutes ça. Hein? C'est tellement offusquant, c'est tellement frustrant que on ne peut que prier pour un état de droit pour ce pays. C'est la seule chose qui peut sauver ce pays. Mais tant que le pays va marcher à plusieurs vitesses comme ça, moi je ne sais pas où. Ça ne marchera pas véritablement. Sincèrement, on sera toujours des petits cons, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un me disait la dernière fois qu'il est allé au cimetière de Yokwe, que c'était comme un marché. Les cadavres venaient seulement. Oui, ça c'est un samedi ça. J'allais chercher une place pour ma maman et c'est lui qui est allé dire mais c'est terrible, faisons vite parce que bientôt ce sera rempli. Les cercueils venaient seulement comme dans un marché. Vous voyez? On ne peut que mourir comme ça. Tant qu'on fait des bêtises comme ça à l'hôpital, dans la circulation, un peu partout, on partira comme des mouches. Ouais. Merci beaucoup Gérard. Bonjour Elon. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Merci de nous avoir rejoints en studio. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric. Tout à l'heure, Gérard disait qu'il faudrait quand même qu'on commence à prier. Mais hier, je l'ai cherché en vain parmi donc les fidèles de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Parce que je ne pratique pas la religion business, la religion politique. Pour moi, ça s'exclut. Tout ce qui est religion politique, je suis contre. Voilà. C'était beaucoup plus pour vous un spectacle que... C'était politique.
Pour moi, je peux ne pas avoir raison, mais ça a tout l'air d'une séance de prière politique ou politisée, dans tous les cas. C'est pas la même chose, hein. Ouais. Politisé, plutôt ça. D'accord, très bien. Alors, vous avez commencé par parler de la police dans les fêtes tricolores. Nous amorçons un virage assez délicat avec les fêtes de fin d'année qui approchent et tout le monde est presque stressé dans la circulation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le remarquez. Et on a vu, au-delà de tout, des gens qui se plaignaient encore jusqu'à hier, qui n'ont pas d'argent et consorts, vous les voyez, tout le monde, je ne sais pas comment ce qu'il faut dire, mais est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui la DSR, ce service-là, ces policiers qui sont sur la route et qui contrôlent, qui sécurisent à peu près nos allées et retours? Mais eux aussi, ils sont stressés. Ah ouais? Oui. Plus, hein. Si tout le monde est stressé, donc ça veut dire qu'eux aussi sont stressés. Parce que si tu te lèves le matin, tu n'as rien dans la poche, tu te retrouves sur une ruelle et que... Bon, c'est la direction de la sécurité routière. Oui, et puis, et après. Non, en réalité, c'est-à-dire que tout est passé et tout se passe comme si... en fait, l'État même en soi n'existe plus autour. C'est cela, c'est-à-dire... Bon, on ne va pas mettre dans l'extrême. Hein? Non, il n'y a pas question d'extrême. C'est-à-dire que... On dit que l'État n'existe pas. Oui, vous prenez même la majorité des institutions, c'est l'intérim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que la présidence où il n'y a pas d'intérimaire, quoi. Tout est intérimaire et tout, c'est-à-dire que... Et ça ne dit mot à personne, bon, la vie continue. Maintenant, au niveau du service des DSR, bon, on sait qu'ils font quand même de leur mieux. Il y a quand même des bons et des bonbons. C'est-à-dire des bonbons, c'est ceux qui véritablement prennent des choses et qui mettent par-delà eux, alors que ça doit rentrer directement dans les caisses de l'État. Mais ils confondent donc les caisses de l'État à leur poche et puis bon, ils enfoncent, voilà quoi, les violas de nous généralement, c'est cela. Bon, voilà quoi. Et puis le Togolais aussi est frustré à la poche donc des fêtes de fin d'année, il n'a rien. Vous verrez quand même des gens bien stylés, en costume et tout ça, qui parlent seuls dans la rue. Vous voyez, ça devient fréquent, hein. Il parle seul, il est au volant, il parle seul, il est à moto, il parle seul, même il marche, il parle seul parce que voilà quoi, il se retrouve pas, il se perd dans ce pays où on a l'impression que tout est à l'envers. Et bon, ceux qui sont aussi au niveau de la DSR, ils font exactement comme tout le monde. Oui, mais en même temps, la DSR aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est la direction de la sécurité routière. Ça dit qu'on vérifie, on contrôle les documents, tout est bon, ok, c'est pas bon. S'il y a des, comment on dit ça, des verbalisations à faire et qu'on le fait dans les règles de l'art et puis on n'en parle plus. Mais de plus en plus aujourd'hui, il y a quand même des messages qui nous parviennent et nous aussi, on peut faire facilement ce constat en circulation. Il y a cet auditeur qui nous dit, moi je me pose une question, est-ce que la DSR, si elle doit travailler tranquillement à la journée, or le travail c'est la nuit aussi, surtout sur la route de Palimé. Alors, on se demande, à quoi ça joue réellement ce service? Bah, écoutez, vous savez, moi... Il n'y aura pas de procès, hein, mais on s'interroge juste. Non, je crois quand même que dans un pays, la DSR est importante dans la mesure où elle permet justement de réguler la circulation. Sauf qu'à certains endroits, c'est difficile, c'est compliqué, puisque on voit des véhicules qui présentent des plans inclinés, qui continuent de circuler, des gens qui n'ont pas fait de visite technique, mais qui sont à l'intérieur du pays, des camions qui ne devraient pas circuler, mais qui sont sur la route. Et pendant ce temps, mais qui ont leur papier à jour quand même. Oui, c'est ce qui est bizarre. Donc je crois quand même qu'à un moment donné, il faut commencer à sévir. Moi, la dernière fois, on m'arrête pour un contrôle routier. Je donne mon permis, je donne ma carte grise. On me demande l'assurance, je donne, on regarde sur la vignette, c'est exact. Maintenant, on me demande de fournir un extincteur. Vous comprenez? Bon, extincteur et train de présignalisation. Bon, ça, c'est lorsque vous voulez faire la visite technique qu'on vous demande cela. Et donc, moi, j'ai pas d'extincteur dans ma voiture, mais j'ai un train de présignalisation. Donc, il m'a dit que sans extincteur, ils vont me verbaliser parce que j'ai pas d'extincteur. J'ai dit, ah, ok, bon, de toutes les façons, nous, par exemple, cet exemple-là, je le donne parce que, justement, il y a des véhicules dans la circulation qui présentent des cas plus graves. Vous comprenez? Mais en réalité, est-ce que la DSR arrive à réguler et à sélectionner, à rejeter
un certain nombre de choses, parce que déjà la visite technique, il faut rejeter les véhicules qui ne présentent pas des aspects qui sont quand même intéressants. Un camion qui est un peu incliné, je ne vois pas pourquoi on va pouvoir lui donner une visite technique à jour. Des roues qui sont usées, des pneus qui sont usés, bon, on ne voit pas pourquoi on va lui donner des visites. Mais il y a des camions même dont les freins ne fonctionnent pas. Oui, c'est sûr. Oui, mais s'il voit un feu tricolore, il est obligé de freiner à 300 mètres avant d'arriver là, parce que... Non, mais oui, les gens savent de quoi je parle. Vous entendez un bruit, et puis bon, à 300 mètres, et ceux qui sont dans le feu rouge commencent à céder le passage parce qu'on ne sait pas il va s'arrêter ou bien il continue, il va foncer. Donc en réalité, il faut que la DSR ait en collaboration avec la DTR nous aide beaucoup plus à rejeter les véhicules qui ne présentent pas des taux, des caractéristiques techniques qui sont intéressantes. Deuxième chose, c'est par rapport au permis. Il y a des gens qui circulent aujourd'hui au Togo. Bon, il y a certaines personnes qui circulent sans permis encore, ce qui n'est pas autorisé. Donc il faut que... Vous avez dit certains ou presque la moitié même de ceux qui... Bon, moi, j'ai pas des statistiques. Oui, de toutes les façons. Regardez autour de vous, interrogez-vous. Oui, mais je sais que Gérard a un permis, je sais que tu as un permis. Bon, je sais que... pas ici, quand même. Oui, mais si tout le monde ici a 90% a un permis de conduire, ça veut dire que bon, tous on est à jour. Bon, maintenant, si on étend la recherche à la radio Taxi FM, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont le permis. Mais si on rentre au niveau des chauffeurs de taxi, je crois qu'il y a un problème parce que c'est beaucoup plus les chauffeurs de taxi dont la majorité ne présentent pas un permis de conduire. Et ça, c'est dangereux. Et les particuliers aussi, il y a des particuliers, de plus en plus de particuliers qui n'ont pas leur permis à jour. Il y a des gens dont le permis est expiré depuis des années qui refusent de renouveler. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé même à passer le permis de conduire, il suffit de conduire. Et puis bon, les mécaniciens, etc. Donc oui. En réalité, il faut qu'au niveau de la DSR... Et des gens sont sûrs que bon, quand la police vous arrête, pour gérer ça. Effectivement. Et ils arrivent à gérer ça sans trop de problèmes. C'est pourquoi je dis qu'au niveau de la DSR, il faudrait quand même... Il y a un auditeur qui nous dit, la DSR, c'est donner tes sous et roule. Donne tes sous et roule. Enfin, lui définit la DSR, qui est en réalité la direction de la sécurité routière. Non, mais non, en réalité, on ne va pas aussi leur jeter la pierre. Non, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Oui, mais on sait que non, je parle des auditeurs. Oui, je ne parle pas de nous ici. Oui, je parle des auditeurs. Mais il ne faut pas caricaturer la chose comme ça. Vous savez, il y a des gens dans la circulation aujourd'hui, il y a des agents de la DSR qui sont confrontés à tout. Vous voyez par exemple dans la rue, la pluie, le soleil, la pluie, il y a des gens qui les embêtent aussi. Oui, bien sûr. Vous comprenez, il y a des gens qui les embêtent, il y a des gens qui... Mais il y a des chauffeurs, ils viennent, ils voient la DSR vous arrête, ils continuent tout droit. Les chauffeurs. Ils foncent. Et il faut que la DSR prenne une moto ou une voiture pour poursuivre le chauffeur en question afin de l'arrêter parce qu'on ne voit pas pourquoi il va pouvoir échapper à l'exécution d'un agent de sécurité. Donc en réalité, il faut que nous soyons d'abord disciplinés et ensuite qu'on continue de pouvoir sensibiliser les agents de la DSR sur l'importance de la sécurité routière qu'ils savent déjà, oui. Et aussi sur le fait on ne leur apprend pas à faire le métier, le travail. C'est ça. Et qu'ils sachent aussi qu'il faut réduire de moins en moins les risques de corruption. Très bien, oui. Ah oui, ça c'est un autre élément. Bon, voilà, quand on le dit comme ça, ils ne sont pas d'accord, mais bon, enfin, il y a aussi une réalité sur le terrain qu'on regarde, qu'on voit et qu'on perçoit tout le temps. Et un auditeur qui nous dit au Togo, ça va de mal en pire. Je crains beaucoup pour demain, car je ne sais où on va, même la jungle est mieux organisée, dit donc cet auditeur. Gérard, c'est pas ce que vous en pensez rapidement? J'ai jamais vécu dans la jungle. Pas expressement sur le message de l'auditeur, hein? Non, mais sur le sujet de façon générale. Moi, j'ai dit que nous avons beaucoup de carences. Et l'homme le disait tout à l'heure, des gens roulent sans permis. Quand vous roulez sans permis dans certains pays, c'est la prison. C'est-à-dire que vous êtes un danger public. C'est presque une tentative d'homicide. Vous voulez tuer des gens, c'est pour ça que vous l'avez fait. Vous allez tout droit en prison, ça c'est clair pour tout le monde, personne ne le ferait. Donc si au Togo, on se permet quand même de laisser des gens passer qui n'ont pas de permis, bon, il faut voir quelle valeur nous donnons à la vie humaine. Oui, bien sûr. Vous connaissez la route là qui va de Todman vers Atikoumé et tout ça là. Oui. Vous êtes déjà passé par là. Oui. Ben, vous êtes retrouvé vous. Moi j'ai beau avoir mon permis, mais je ne sais pas par où on passe. Hein. On passe, si vous voulez aller à Kikame, on passe à droite. Et quand vous allez à Dido Gombe, vous contournez le rond-point et vous continuez. Et comment vous le savez?
quand on n'a rien tracé. On n'a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. On n'a rien tracé sur la chaussée. Même sur le rond-point, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous arrivez là-bas, vous faites comment? Non, la voie est en construction, c'est pas encore fini. Mais pourtant, on la pratique depuis des mois et des mois. Oui, bien sûr. Ben, ça veut dire rouler et aller vous casser la figure. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut construire une route et manquer de peinture pour mettre des flèches? Oui. C'est pas possible ça. À moins que la vie humaine ne soit moins chère qu'un pot de peinture. C'est pas possible. Prenez un morceau de contreplaqué ou bien de tête, mais mettez quelque chose dessus avec 5000 francs, c'est fini ça. C'est déjà fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, dans ce pays, il y a quand même un problème où on se pose beaucoup de questions. Mais par contre, il y a des policiers, parfois, moi, sincèrement, je suis vraiment fier d'eux. Hein. Quand vous allez vers 18h, 19h, dans le noir, comme ça, vous voyez tout de suite, avec brusquement, les reflets d'une torche. Et c'est un policier qui est dans son trait, qui régule la circulation. Je me dis quand même, ces jeunes-là, ils ont du courage. Ils ont du courage parce que ça, c'est une façon de mettre sa vie en danger tout le temps. Hein. Alors, c'est le boulot. Il faut bien quelqu'un pour le faire. Et pour ça, moi, je les applaudis. Sincèrement, on est plein de reconnaissance parfois. Mais l'autre côté de la médaille est là, quoi. Où vraiment, on prend de l'argent pour rien, on laisse des gens qui violent le feu rouge. On ne parle pas... On négocie tout. On ne parle pas un langage franc supérieur. Sinon, on peut dire, mais Atikoum est là vraiment chef. Sincèrement, il faut faire quelque chose. Mettons une plaque, dépensons 20 000, 30 000, et puis bon, même s'il faut cotiser 5 francs pour le faire, pour sauver des vies humaines. Et en plus de ça, ce qui est le plus grave au Togo, c'est qu'on est en 2023, bientôt 2024, mais on veut vivre comme il y a 100 ans. Pourquoi on ne met pas des caméras? Pourquoi est-ce qu'on monte, l'homme l'a dit tout à l'heure, on poursuit des gens encore en moto. Les courses poursuites, tout le monde sait ce que ça peut amener. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des caméras pour flasher? Allez sur Google, tapez le prix d'une caméra, vous allez voir ce que ça coûte. C'est pas grand-chose. Pourquoi on ne fait pas tout ça? On veut vivre à l'archaïque. Bon, voilà. C'est un choix de société. Il y a un auditeur qui nous dit, Gérard, à mon avis, prêche dans le désert, car la police et la DSR nous font croire que c'est les raquettes qui est leur objectif sur les routes quand ils sortent. Ils ont déjà appris cette méthode aux jeunes stagiaires de la police. Quand les jeunes là parlent très mal aux gens sur la route, et donc ceux qui peuvent les effrayer le font et partir. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'il y a ces policiers qui parlent mal aux gens dans la rue. Et donc, si vous avez la possibilité de les effrayer, vous les influencez, puis vous partez. C'est ce que semble dire donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit la DSR est là avec ce qu'on peut appeler cet art. Que vient chercher la FIP de la police derrière les feux tricolores dans l'angle du collège Saint-Joseph? Idem au rond-point de l'aéroport. Voilà. Je crois qu'eux, ils sont là, c'est le chef de l'État, ou du moins... Oui, et donc eux, ils ne doivent pas arrêter les gens. Normalement, ils ne sont pas là pour arrêter les gens. Ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là juste pour peut-être dégager éventuellement la voie si le chef de l'État ou du moins sur un repère se doit passer ou dans un cortège et tout. Bon, eux, ils n'ont rien à voir avec la circulation, normalement. Oui, normalement. En tout cas, pour la petite histoire, moi, le jour où ma maman est morte, je l'ai déposée à la morgue, je suis passé justement par là. C'était encore vert, c'était 2 secondes de vert, donc après le vert, vous rentrez dans l'orange. Et donc je suis passé. Mais il m'arrête. Quand il a vu mon visage, il s'est dit, il a déjà terminé. Il m'a dit, bonjour, vous êtes notre grand frère. C'est comme ça qu'il a commencé. Hein. Peut-être même notre papa, et voilà, et c'est dimanche. Ah, vous avez compris, tout de suite. Oui, mais tel que j'étais, il s'est dit ça va pas être facile quoi. Et il me dit que en fait que je suis passé dans l'orange, je lui dis oui, quand on passe dans l'orange, on n'a pas. Je lui ai dit oui. Et donc vous êtes notre grand frère, peut-être de papa. C'est dimanche. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ne pas synonyme aussi. De ne pas passer. Oui, vous de passer aussi. Oui, non, c'est synonyme de passer. Vous pouvez passer. Quand vous êtes à vive allure, vous pouvez passer. À l'orange. Oui. À l'orange. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Voilà, on ne peut jamais vous punir, vous verbaliser parce que vous êtes passé à l'orange. Ce n'est pas possible, c'est pas dans les règlements. Et donc je lui ai dit, mais pour aujourd'hui, non, je ne fais rien. Il m'a dit merci, je suis parti. Mais parce que je n'étais pas d'humeur à discuter de ces choses, quoi. Ouais. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-bas, comme l'a dit Sylvestre, c'est sûrement surtout pour prendre des gens qui n'ont pas commis d'infraction. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a encore d'autres réactions par rapport à ce sujet.
Et dans la rue, on voit les difficultés quand même des citoyens par rapport. Donc, il y a un auditeur qui nous dit par exemple vraiment ce que Gérard dit, il a raison. Ce matin même, j'ai eu des difficultés au rond-point à Tikoumé. Je venais du lycée technique d'Adido Gomé, je voulais me rendre à la FUSEC à Tikoumé. Je ne savais pas où passer. J'ai ralenti un peu pour qu'un autre usager vienne passer et je l'ai suivi. Et il n'y a rien comme indication, dit donc cet auditeur. Quand vous revenez droit du village, par exemple, vous allez vous perdre facilement là-bas. Vous êtes perdu là. On a perdu. Vous avez beau être très bon comme Non, je dis pas ça, mais c'est-à-dire que c'est... même un moniteur de taux école, il ne va pas s'en sortir. Un moniteur de taux école, je le mets au défi, il ne va pas s'en sortir. À moins que vous passez là-bas régulièrement. Régulièrement, il a fini par avoir son code de la route lui-même pour si vous êtes un habitué du coin, donc là, ça voilà. Alors, le code de la route, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça. Il y a un autre auditeur qui nous dit, voilà, ceux qui tuent sur la route sont des organisateurs des examens de permis de conduire. J'ai réussi brillamment le mien, mais les questions auxquelles on soumet les candidats ne sont pas possibles. L'idée, c'est de faire revenir le maximum des candidats qui viendront payer leur permis. Elle va nous confirmer ou infirmer cela. Il faut adapter les questionnaires à nos routes. Au rouge, on s'arrête. À l'orange, on ralentit. Et on s'arrête. Au vert, on passe. C'est ce que dit le code. Et là, bon, en réalité, il faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste adapter les questionnaires à nos routes. Vous savez, le permis est universel. Le code de la route est universel. Ça ne dépend pas d'un pays. Maintenant, il y a la géographie d'un pays à un autre. Effectivement, par exemple, en Afrique de l'Est, tous les volants sont à droite. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, quand vous prenez, par exemple, la France. Et quand vous avez un permis togolais, vous débarquez en France, on ne vous fait pas repasser le permis. On vous demande d'authentifier votre permis d'origine. En Belgique également. Et on vous reconvertit cela en permis du pays d'accueil. Mais on ne va pas vous dire que vous n'avez pas... Ça, c'est les cours d'Afrique. Ici, c'est les cours de France. Mais aux États-Unis, vous avez seulement 3 mois. Oui, effectivement. Mais il faut que les gens comprennent cela aussi. Et c'est pourquoi il faut aussi faire d'autres expériences pour savoir exactement ce qui se passe au Togo. Quand on n'est que dans le contexte togolais, on ne peut pas comprendre ce qui se passe ailleurs. Donc, on ne peut pas adapter des questionnaires au contexte togolais. C'est pas parce qu'on n'a pas un panneau de signalisation des rails à 100 mètres avant les rails qu'on va pas, on va dire que bon, ok, le Togo doit savoir que bon, les panneaux de signalisation des rails c'est 25 mètres. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, il faut que nous puissions, dans une certaine mesure, faire preuve d'assiduité et de rigueur envers nous-mêmes. D'abord, oui, parce que c'est nous qui sommes d'abord concernés. Si nous nous respectons et qu'on respecte autrui, la première chose, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir un permis de conduire. Si vous voulez prendre le volant, soyez réglo. Prenez un permis de conduire. Vous comprenez? Ayez à jour l'assurance. Vous comprenez? Faites tout ce que vous devez faire pour être en règle. Moi, je suis toujours en règle avec ma voiture. Quand le policier ou l'agent de sécurité veut vous arrêter, fait un contrôle, fait le contrôle tranquillement, il sait que vous êtes à jour, vous passez. Tout ce qu'on vous demande, c'est vous-même d'abord votre propre sécurité. Et quand la voiture a un petit bobo ou bien va tamponner quelqu'un, par mégarde, par maladresse, etc., vous avez l'assurance qui peut couvrir les risques. Mais si vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous allez sortir de votre voiture, commencer à détaler. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui vient de se blesser. Donc en réalité, il faut que nous-mêmes, on soit responsables. Si vous voulez prendre une machine, un volant, etc., soyez responsables, ayez le permis et soyez dans les règles de sécurité. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'en réalité, celui qu'on arrête sans permis de conduire, on doit non seulement lui retirer le véhicule, mais le garder. Effectivement. Et l'arrêter. Parce que, comme Gérald l'a dit, c'est un danger public. Oui. Parce que même si c'est conduire ou aller en voiture. Oui, mais c'est le permis qui te donne le pass de prendre le volant. Mais quand vous oubliez votre permis à la maison, par exemple. Mais comment quelqu'un peut sortir sans permis? Si, ça peut arriver. Dans votre sac, et puis vous quittez la maison sans permis dans votre sac. Bon. Et que la police vous arrête. Est-ce qu'on va vous arrêter pour défaut de permis? Ou comment est-ce qu'on gère ça? Moi, j'ai toujours mon permis dans la voiture. Non, pas de vous. Oui, mais je dis, c'est une façon de parler. Vous avez votre permis dans la voiture. Ou bien vous changez de voiture chaque 2 jours. Ça peut arriver. Oui, mais le permis, c'est toujours dans la voiture. Pourquoi tu vas déplacer le permis? C'est comme la carte grise. Vous sortez avec la carte grise de votre voiture. Il y en a qui sont avec la carte grise. Non, la carte grise, il faut avoir le réflexe d'avoir une petite sacoche dans laquelle vous avez tout. Dans le cas, par exemple, quand on vous arrête et que vous avez oublié votre permis, peut-être dans un document à la maison, est-ce qu'on va vous verbaliser pour vous dire que vous n'avez pas de permis de conduire ou vous l'avez oublié lorsque vous allez... Non, on vous arrête
vous sortez, vous allez chercher le permis, vous revenez. C'est simple. Donc, non, mais parce que tout le monde peut dire qu'il a oublié son permis. Hein. Ah, mais, oui, mais, j'ai assisté à des cas comme ça où on dit, mais au moment où on vous arrêtait, vous n'avez pas de permis de conduire. Donc, le document qu'on vous dit, on dit défaut de permis de conduire. Oui, mais donc, si vous avez le permis que vous l'avez oublié à la maison, prenez un Z, allez chercher le permis et revenez prendre la voiture. C'est simple. Sinon, tout le monde peut dire que j'ai oublié mon permis alors qu'il n'a pas de permis. Bien sûr, de quoi. Voilà, donc allez chercher le permis et revenez. Bon, j'ai dit des bêtises ou j'ai... Non, je voulais faire cette précision. Il y a quand même un auditeur qui nous renseigne que les FIP, les forces... comment vous avez l'intervention présidentielle, oui. Oui, ils surveillent aussi les véhicules sans plaque et les vitres teintées. Okay. Ils ont également cette prérogative-là. Quand ils vont c'est dans leur mission. C'est dans leur mission. Il y a des véhicules sans plaque et des vitres teintées. Ils peuvent dans ce cas intervenir, puisqu'ils sont aussi pour la sécurité du patron. Du patron aussi, oui. D'accord. Pour savoir qui est dedans, quoi, dans les vitres teintées. C'est Gérard. Non, si moi j'étais malfaiteur, je n'aurais jamais vu des vitres teintées. Non, mais les meilleurs malfaiteurs, ils ne font pas des choses comme ça. Ah ouais. Ils montrent le côté transparent bien sûr, et vous prend au dépourvu. Bien sûr, c'est comme quelqu'un qui s'en va voler, il met un masque. Bon, il est soupçonné, il est arrêté. Il passe de façon anodine et puis il vous braque. Hein. Encore que les vitres teintées la nuit, vous ne pouvez pas circuler. Vous êtes obligé de descendre les vitres pour faire marche arrière. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont... Bon, en tout cas, les particuliers. Mais oui, il faudrait qu'on ait une autorisation. Oui, il y a l'autorisation du ministre de la Sécurité. Normalement. Mais bon, la nuit... 30 000, hein? Oui, mais la nuit, vous avez du mal à faire marche arrière parce que vous devez descendre la vitre, parce que c'est jamais transparent la nuit. Oui, bien sûr. Il y a un auditeur qui nous dit, on va finir là-dessus, qui dit... Oui. Non, Eric, je sais pour dire que quelqu'un... Un conducteur qui n'a pas de permis, d'office le véhicule est immobilisé, on suppose. Oui. Maintenant, s'il est suspect, vous êtes embarqué par la police, hein, parce que vous n'avez pas de pièce d'identité. Vous parlez du Togo ou... En général. Parce que là, les lois sont universelles, comme le dit Elom. Vous êtes embarqué si vous êtes soupçonné. Si le policier est gentil, on voit que vous avez par exemple vos pièces d'identité et tout, le véhicule est gardé parce qu'on sait que vous êtes traçable, on vous dit d'aller chercher le permis. C'est tout. La police, c'est pas des monstres. Mais quand même, essayons. Et eux, il faut qu'eux nous poussent à respecter les lois. Moi, je ne crois pas en l'être humain qui devient subitement un ange, quoi, qui fait tout bien, il est conscientisé. Il n'est pas né comme ça. Jamais. On n'est pas fabriqué pour ça. Donc, il faut qu'il y ait les lois. On dit la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Exactement. Alors, il faut qu'on craigne le... Et là, qui nous dit, on va finir là-dessus, la DSR fait un bon travail. D'ailleurs, nous saluons ça. Mais seulement, c'est le bémol, autoriser ou laisser un conducteur sans permis à rouler, c'est le gros problème. Est-ce qu'un diplôme s'expire? Voilà un autre débat aussi. Hein. Mais pourquoi le permis? Je veux juste comprendre. Est-ce que c'est pas légitime? Oui, vous avez passé votre permis, vous l'avez, une fois pour de bon. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous demande à chaque fois de venir renouveler? Et quand vous y allez, vous ne repassez pas le permis. Hein? Vous payez juste et puis on vous donne notre document et puis vous partez chez vous. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu? Non, écoute, le pays a besoin d'argent. D'accord, très bien, on s'arrête. Non, c'est pas, il ne faut pas justifier ça comme ça. Non, écoutez... Pourquoi est-ce qu'on renouvelle la carte d'identité? Mais c'est pareil, non? Oui, pourquoi est-ce qu'on renouvelle la carte d'identité? C'est pareil. Parce que le pays a besoin. Est-ce que c'est pas pareil? Oui, mais à un moment donné, est-ce que vous grandissez pas? La photo que vous prenez il y a 5 ans, c'est la même photo dans 10 ans? Mais c'est la même personne. Non, mais il y a des gens qui ont peut-être 20 ans, qui font la carte d'identité, dans 30 ans, c'est pas la même photo que vous reconnaissez. Vous êtes obligé de repasser. 10 ans. Oui, mais si on doit faire des propositions pour améliorer la durée de validité, on peut le faire, mais éternellement, c'est pas possible. Non, on va parler d'éternellement. Oui, mais peut-être 10 ans, on peut revoir, parce qu'il y a des pays qui font perdre le permis à 10 ans, après on renouvelle, il n'y a pas de problème, mais indéfiniment, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Peut-être chaque 10 ans, oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gens même qui ont... Je pense qu'il y a un pays qui fait le passeport chaque 10 ans aussi. Oui, c'est sûr. Oui, je pense pour la France aussi. Oui. Donc, oui, 10 ans. En Allemagne pour le passeport en Allemagne? Je crois que c'est 5 ans. 5 ans, ok. 5 ans. D'accord, bon, très bien. Messieurs, merci beaucoup. On va aborder notre sujet. En tout cas, pour le permis, même en Europe, hein, ça se refait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais avec l'âge,
ben, on leur fait repasser le permis, par exemple, pour voir si vous êtes encore capable de conduire. Quelqu'un qui a 80 ans, par exemple, qui est toujours au volant, ben, ses sens ne répondent plus tellement. Parfois, on leur interdit carrément de prendre le volant. Oui, ça c'est possible. Maintenant, quand tu as la carte d'identité, ben, est-ce qu'il faut 5 ans pour changer physiquement? Alors, quand vous avez eu vraiment faim... Physiquement, c'est possible. Non, quelqu'un peut être gros, s'il a eu vraiment faim pendant 6 mois, ben, vous le voyez, vous ne le reconnaissez plus. Hein. Ça peut arriver. Il faut pas attendre 10 ans. Il suffit qu'il n'ait plus à manger suffisamment, ben, il change. Hein. Bon, il y a le gars qui me dit pour le permis, c'est surtout pour s'assurer de votre vision à conduire. C'est pas évident parce que quand vous y retournez pour le renouvellement, ben, on ne vous passe aucun examen supplémentaire. Et là, oui, on pose plus beaucoup de questions. Vous fournissez juste certains documents. Moi, toutes les fois où j'ai renouvelé mon permis, je ne suis jamais même allé là-bas. Oui, vous envoyez juste les pièces, vous déposez et puis on vous renouvelle cela. Mais après, je crois quand même qu'il faut que l'État aussi refasse un contrôle, comme Gérard l'a dit, parce que c'est pas tout le monde qui a... Que des gens ont des permis vieux de 25 ans, mais ils n'ont plus la même acuité visuelle. Il y a une information, on vient d'avoir. En Europe, toutes les pièces, passeports et consorts sont ramenés à 10 ans. Ah, ça ne savait pas. Ouais, il dit 10 ans. Bah voilà. Pas bien. Le permis aussi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Je connais la directive européenne dans ce sens impose une règle commune aux 27 pays. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr c'est pas pour parler de moi. Hein. Moi, j'ai un permis valable, vieux de 20 et quelques années. Je l'ai pris en Allemagne et c'est en 2024 que je serai plus autorisé à rouler avec ce permis-là en Allemagne. Mais je l'ai pris en 92, vous voyez. Et la dernière fois, moi, on a mis dans l'ordinateur, me dit en 2024, je ne pourrai plus l'utiliser. Ça veut dire que c'est pas 10 ans. C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Non, il dit maintenant on a ramené tout à 10 ans. C'est ce qu'il dit. Depuis quand, je ne sais pas. Bon, oui, bon, cas, puisque vous allez vous revenir. Non, pas que j'y vais, j'y reviens. Un soir, on ferme la frontière, c'est de l'autre côté. Bon, alors, on va parler de... Comment? Après, il descend au Bénin. On fait des formalités. Il s'agit des pièces d'identité, de passeport de voyage. C'est la précision. Il n'y a pas de permis. Non. Pièces d'identité, de passeport de voyage. Donc, c'est la précision que donne donc, cet auditeur-là. Et nous allons maintenant parler de la justice togolaise. C'est pas sa première fois de se prononcer donc, sur ce sujet. Je veux parler du juge Yaya, qui, la semaine dernière, a présenté un réquisitoire contre donc, les auxiliaires de justice. Et là, vous en avez parlé dans votre journal le jeudi dernier, en évoquant le diagnostic du président de la Cour suprême. Le juge Yaya, qui a convoqué les auxiliaires de justice à la barre, on va le dire clairement, et puis vous l'avez écrit, les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs et les fameux géomètres. Réveillez-vous, c'est ce qu'il a dit à tous ces gens-là. Hein. Alors, ça reste quand même des constats. Aujourd'hui, l'opinion dit, mais après, quand on aurait dit tout ça, on fait quoi? Il se passe quoi? Vous savez, l'homme reste particulier. Si par exemple, il n'y a pas ce son de cloche du président de la Cour suprême ou du président du Conseil supérieur de la magistrature... il a dit tout ce qu'on savait déjà à peu près. Oui, mais pas venant de lui. Oui, bon. Ce que les gens se disent, ça c'est un constat de l'opinion publique. Mais venant du corps judiciaire lui-même, le patron du Conseil supérieur de magistrature, il faut quand même le féliciter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est la deuxième fois qu'il fait une sortie publique. D'abord sur les magistrats. D'abord c'était sur les magistrats, maintenant sur les auxiliaires de justice. En leur présence. Oui, bien sûr, tout le monde était là. Moi j'étais là, j'étais à cette convention de généraux de presse. Il y avait le président, il y avait le bâtonnier de l'ordre des avocats, il y avait le président de la chambre des huissiers, le président de la chambre des notaires, le secrétaire général de l'ordre des géomètres, le patron de l'association des commissaires priseurs, tout le monde était là. Et il a dit que je ne vous ai pas fait venir pour parler de vous, derrière vous, mais pour que vous puissiez entendre ce que je vais vous dire. Et quand vous allez rentrer, répétez fidèlement ce que j'ai dit. Je vais vous faire copie du document que je vais lire, que je vais transmettre aux autorités de la République. Et je vais vous dire. Et quand il parlait de chaque corps de métier, il regardait droit dans les yeux du responsable. Vous comprenez? Il n'avait pas peur. C'est fort. Hein. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il faut assister à cela. C'est pas qu'on a fait une déclaration publique et elle allait s'asseoir. Non, il regardait dans les droit dans les yeux des personnes. Si le bâtonnier des avocats dit vous, avocat, il regarde dans les yeux du bâtonnier de l'ordre des avocats et il dit ce qu'il a dit. Il dit dites à vos éléments, à vos pairs que c'est ce que j'ai dit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Voilà le constat. Maintenant, par rapport à ça, il dit, parce qu'au-delà de tout, il faut savoir aussi après la dénonciation quels sont les mécanismes de sanction ou quels sont les mécanismes qu'il faut appliquer pour pouvoir permettre de normaliser les choses. Il a dit que lui n'a pas une recette magique.
La seule chose qui vaille, c'est la loi. Tous ces corps de métier, les auxiliaires de justice, ils sont astreints à respecter la loi, ils ont un code d'éthique et de déontologie. Et qu'à un certain moment, il faut exhorter les gens à respecter le code d'éthique et de déontologie. Quand vous allez par exemple à la Cour suprême, depuis un certain moment, on a demandé aux avocats de ne plus envoyer des clercs sans badge. Que tous les clercs de justice doivent être identifiés grâce à un badge. Si vous n'avez pas de badge, vous ne rentrez pas. Et aujourd'hui, les gens ont crié, mais c'est pour protéger même le milieu, parce qu'il y a de faux clercs qui s'emmènent, de faux huissiers, de faux géomètres, des gens qui s'emmènent sans badge et tout ça, ils disent que bon, voilà, j'ai tel dossier avec, voilà que c'est des entremetteurs. C'est des gens qui sont là pour négocier les dossiers. Exactement. Un peu comme ça se passe partout. Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui. Et l'ordre des avocats même s'en félicite. Parce qu'ils ont réussi à normaliser grâce au président de la Cour suprême qui a sorti cette disposition pour pouvoir normaliser les choses. Bon, maintenant, au-delà de ce qui se passe au niveau des auxiliaires de la justice, au-delà du fait qu'il faut respecter la loi, parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature dit « Je n'ai pas autre chose à proposer que d'inviter tous ces corps de métier à respecter la loi et le code d'éthique et de déontologie. » Est-ce que ce n'est pas faible, cette conclusion-là quelqu'un qui écrit un test et on dit qu'il ment, on l'emprisonne. Oui. Pourquoi les avocats, eux, peuvent se permettre des écarts, les commissaires-priseurs, les géomètres, justement, et que rien ne leur arrive? Justement, c'est parce qu'au niveau de la loi, ils ont l'immunité. C'est ça qu'il faut lever. Les magistrats, les auxiliaires de justice, vous ne pouvez pas les juger comme on juge tout le monde. Ils sont protégés par la loi. Ah mais ça fait prenez par exemple, des citoyens à double vitesse. Voilà, prenez par exemple le corps de l'ordre des avocats. Mais il y avait un avocat qui a roulé dans ce pays sans permis, sans assurance, qui allait cogner quelqu'un vers Thiélier. Mais l'ordre des avocats, on a dit quoi? Rien, on a libéré l'avocat. En fait, c'est ça l'immunité. Les auxiliaires de justice... Mais il a été puni. Oui, mais il a été puni, mais ça n'a pas été... 36 mois d'interdiction. Effectivement. Oui, mais ça n'a pas fait l'objet d'autant de bruit comme si on a été un journaliste qui devait rentrer directement en prison là-bas. Oui, c'est ce que je dis. Et donc, à un moment donné... C'est pareil, hein. C'est pas pareil, c'est pas pareil. À un moment donné, quand vous punissez, parce qu'il a dit, le juge Yaya, que depuis sa sortie sur les magistrats, il y a eu des sanctions. Mais qu'il ne va pas révéler les sanctions. Voilà. Il ne va pas les exposer. Mais si vous ne... C'est pas le même effet. Oui, mais si les sanctions sont là, parce que les citoyens se plaignent de l'état de la justice togolaise. Il y en a qui font du bon travail. Mais il y a des magistrats, il y a des gens, mais vous êtes là, vous avez 2 titres fonciers sur la même parcelle, avec des décisions de justice contradictoires, mais alors qu'on dit que le titre foncier est inattaquable. Bon, maintenant, quelqu'un, Gérard et Sylvestre ont 2 titres fonciers sur la même parcelle. Qui va les départager? C'est le magistrat. Mais voilà, maintenant, dans ce cas de figure, par exemple, ils ont chacun une décision de justice. Comment on tranche ça? Donc, en réalité, il faut faire quoi? Il faut commencer à sanctionner, à révéler des noms et à dire que mais tel magistrat, telle personne, tel officier de justice est puni, est sanctionné conformément à tel dossier. Comme ça permet aux citoyens de savoir exactement que voilà, on a commencé à faire quelque chose de bien. Mais si vous sanctionnez les gens et qu'ils sont protégés par l'immunité parce qu'il y a la loi qui les protège, et il faut commencer à sauter cela pour que les gens sachent exactement que telle personne a été jugée lui-même parce qu'il a fait ceci. Parce que les gens déposent de plus en plus de dossiers à la justice, ils ne connaissent pas comment, ils ne savent pas comment les choses se passent. Un matin comme ça, et on leur envoie une expédition comme quoi, voilà, le dossier est vidé, délibéré, rendu, ils ne comprennent rien. Même chose pour les notaires. Les ayants droit sont là, la succession, on ne sait pas comment ça se passe. Un matin comme ça, on dit que bon, telle personne a hérité de telle, que c'est ce que le testament dit, ou c'est ce que cela. C'est des choses qui n'en finissent pas. Donc, en réalité, au-delà de la dénonciation, oui, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, mais il faut également commencer à sanctionner, à publier les noms ou à révéler l'identité de ces personnes mises en cause pour que l'opinion soit rassurée. Oui, c'est toute la question aujourd'hui. Comme dit cet auditeur-là, la punition de cet avocat qui roulait sans permis était prise par l'ordre des avocats et non par un juge ni l'État. Et donc, ça confirme la protection dont on parle, l'immunité dont ces corps-là bénéficient en leur sein. Mais comme lâche aussi les journalistes qui soient jugés par le TML, le CONAP et les autres associations, PPT aussi, tout ça. Et on verra comment ça va se passer. Oui, sur le sujet. Non, écoutez... On va commencer par s'habituer donc aux sorties du juge Yaya. Oui, je vais revenir quand même au juge Yaya, mais je voulais faire observer que
depuis que le chef de l'État, Togolefo Gnassingbé, est arrivé au pouvoir, sa première action, si on peut le dire ainsi, en ce qui concerne les réformes, c'est la justice. Et on a parlé de la modernisation de la justice. Le programme national de la modernisation de la justice, c'est donc commencé par là, avec l'appui donc du PNUD, du moins c'est des partenaires techniques et financiers. Donc, de là à aujourd'hui, il faut y tout le temps qu'on a passé, par ces réformes et tout, mais finalement, on se dit peut-être que ces réformes ne concernaient que la cour donc, de la justice pavée, et puis il y a aussi badigeonne les murs, et puis bon, on a revu quelques haut-parleurs et tout ça, encore que maintenant ça ne fonctionne plus, et puis il y a quelque chose de malheureux, bon, c'est avec le procès du général Katanga la dernière fois qu'on a pu renouveler un peu donc, le matériel à ce niveau. Et donc depuis là, on ne fait que du statu quo, il n'y a pas d'évolution. À chaque fois, combien de fois n'avons-nous pas parlé donc, des juges, certains qui, parmi eux, qui sont presque des... souffrez un peu du terme, quoi, des brebis galeuses, il y en a même qui sont presque des délinquants, parce que lorsque vous voyez quelqu'un à qui on a déposé de l'argent chez toi, et tu prends l'argent, et tu estimes, tu dis au client qu'on a volé les fonds chez toi, tu prends un engagement en disant à la personne que oui, tu iras vendre donc une maison pour lui payer, tout ça. Mais lorsque vous voyez ça, c'est presque de... Quoi? Non, attendez. Parce que là je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un juge dans une affaire qui prend l'argent quand même. Parce qu'on dit il faut payer. Et on paie l'argent et c'était chez le juge. Après, celui qui doit récupérer l'argent vient, le juge dit que non, que l'argent a été volé chez lui. Et il prend l'engagement de restituer l'argent. Ah non, mais en attendant qu'il a une maison, il ira vendre la maison avant. Donc, oui, vous voyez. Un juge? Vous voyez. Donc, au Togo? Je dis au Togo. Donc, vous voyez ces genres donc, de situations. Vous voyez, parfois, ça frise. C'est pas... c'est un truc sans nom, quoi, vous voyez. Donc, quand on est devant ces genres de situations, à un moment donné, devant ces personnes-là, il faut sévir. Il faut sévir, mais de telles personnes-là, il y en a plein. Maintenant, oui, bon, le magistrat Yaya les dénonce. Oui, maintenant, bon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que ça? Il ne peut que les dénoncer. Maintenant, il revient au premier magistrat d'agir parfois. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont protégés par l'humilité et tout. Mais quand il se commet, peut-être une bêtise, mais oui, il a l'humilité, il y a tout ça. Mais bon, faites une conférence de presse, donnez son nom, sa photo, et puis on les met à la une au niveau des journaux. Ben, oui, on met donc deux, trois. C'est les livrets quand même. Non, oui, parce que tu as commis donc, des actes qui ne sont pas dignes. Donc il faudrait quand même que la population, l'opinion sache que c'est toi. Mais si on le fait 2 ou 3 fois, vous verrez que les autres ils seront droits dans le bateau. Ouais, il faudrait quand même qu'on puisse donc les dire ouvertement. Qu'on puisse le dire ouvertement que telle personne... Parce que jusqu'à Abdoulaye Yaya ne va pas répéter ça 1001 fois. À un moment donné, il faut sévir, il faut passer à l'action. Telle personne, nous avons parlé donc d'une affaire dans le cadre donc de l'ancien politicien Jobo Boukari. Ah oui, c'est nous avons évoqué le sujet avec Onoté qui a même vendu elle a même vendu la maison familiale. Avec des... elle a monté des enfants, c'est-à-dire elle a monté des enfants, certains contre d'autres. À un moment donné, les enfants ont compris que non, c'est elle qui est à la manœuvre. Les jeunes se sont réconciliés, on te dit, madame, cette fois-ci, bon, tu ne seras plus donc la personne indiquée pour la succession, mais elle dit non, elle continue. Vous voyez? Devant ces genres de situation, à un moment donné, on dit non, madame, nous t'avons pris pour gérer la situation, mais devant ces genres donc de phénomènes, tu commets trop de bêtises, madame. Maintenant, allez vous reposer, nous ne voulons plus que vous soyez donc à la tête de la succession et tout ça. Mais elle dit non, moi je continue. Ça rappelle quand même une histoire. Je crois que c'est l'alternative qui en avait parlé, un notaire aussi, qui gère donc les biens d'une famille. Après on dit, bon, on ne veut plus de vous, et le notaire qui fait appel. Ah, vous voyez, devant ce genre de situation, il faut sévir. Vous voyez, on dit, bon, nous avons pris au niveau que monsieur Quitté dit non, ou parfois c'est eux-mêmes qui vont porter plainte contre la famille parce que la famille demande à ce qu'il ne soit plus donc à la tête de la succession. Mais c'est curieux.
Vous voyez, mais il y a à manger. Oui, il y a à manger. On sait que là, au niveau des notés, il y a à manger. Donc, à un moment donné, il faut sévir. Il y a une autre qui dit ceci, je vais lire ce message-là. Il dit, c'est très dangereux ce qui se passe au pays. Nous sommes dans un pays où le président de la République se plaint. Vous vous rappelez de sa plainte? Il y a quelques années, le président de la Cour suprême se plaint. Le peuple va faire comment maintenant? C'est pour nous dire que le peuple doit lui-même prendre ses responsabilités. Un exécutif inexistant, un législatif passif et le judiciaire corrompu. À qui le peuple peut-il faire confiance désormais? C'est la question de l'auditeur. Et c'est quand même fort, hein, ce message-là, Gérard. Non, moi je trouve que c'est la question la plus sensée que j'ai jamais écoutée dans ce studio. C'est-à-dire que la question qui se pose... Mais tout le monde se plaint finalement au sommet. C'est la question de la confiance que le citoyen a en l'État. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui devant des citoyens qui ne croient plus à l'État, à l'administration. Tout ce qu'on nous dit, on ne croit plus. C'est ça justement qui est grave. C'est ça justement qui peut amener le Togo vers la perdition. Moi je pense qu'au-delà de ce que des mots que le juge Yaya a dit, il faut comprendre que ce monsieur est en train de plaider pour un état de droit. Ne nous limitons pas aux huissiers, aux géomètres, tout ça là. Son message est beaucoup plus fort. Il faut qu'on crée un état de droit au Togo. Un état où tout le monde est assujetti à la loi. C'est ça qu'il veut dire. Parce que quand on aura fini de s'occuper des notaires, tout ça là, que dire des médecins par exemple, qui vont vendre les médicaments des gens, qui vont faire des trucs et tout. Que dire d'eux? Que dire par exemple d'un homme politique qui peut enfermer un journaliste comme il le veut, quand il le veut? Mais quand il y a l'état de droit, on n'enferme pas comme ça. Que dire par exemple d'un gendarme à qui on amène une plainte le lundi, dit non, attends, on va aller le prendre plutôt le vendredi. Comme on sait qu'on ne peut pas l'emprisonner, il faut un PV, on le prend le vendredi, comme ça il va passer vendredi, samedi, dimanche chez nous. Avec nous. Et voilà, vous voyez ce petit calcul-là, il sera obligé, pendant 3 jours, il va aller chercher l'argent pour te payer. Un gendarme qui fait ça, qu'est-ce qu'on va lui faire? Or, quand il y a état de droit et qu'on enquête, on sait que vous êtes trompé de mauvaise foi. Vous-même le gendarme, vous-même le juge, vous risquez d'être radié. Il y en a même qui se trompent de bonne foi, hein, mais ils se trompent quand même. Non, souvent quand c'est des calculs, on dit on va aller le prendre plutôt le vendredi. Comme ça, on dit qu'on ne travaille pas samedi, dimanche, c'est pour ça qu'on l'a laissé passer 3 jours. Vous voyez un peu? Vous privez quelqu'un de sa liberté, rien que pour des petites affaires, quoi. C'est-à-dire que parce qu'on va vous donner un petit quelque chose, des avantages. Donc moi je pense que c'est la question d'état de droit qui se pose. Le juge Yaya, il a parlé de tous ces gens-là. Mais que dire par exemple d'un chef canton, un chef de village? Il sait très bien que vous avez raison. C'est parce qu'on lui a amené un cabri. Il vous donne tort. Non, il y a ça. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Même à l'échelle d'un chef petit, un petit chef de village, mais vous trouvez ce phénomène-là. Alors, est-ce que ce que moi je vous dis ici, Eric, et parfois vous souriez, est-ce qu'il n'est pas temps de se poser des questions? Mais d'où viennent nos problèmes? Est-ce que notre problème est juridique? Ou bien le problème est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'un problème anthropologique, sociologique et même peut-être philosophique. Est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions? Mais bien sûr, c'est ça que sert la philosophie. Les gens pensent que la philosophie, c'est on prend une lampe, on dit je cherche Dieu. Non, c'est pas ça. Voilà, la philosophie, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'homme réagit comme ça, dans telle situation? Mais quand vous posez de tels genres de questions et vous arrivez à trouver des solutions, c'est que ces solutions-là sont pérennes. Très très durable parfois. Mais quand vous vous dites, bon, on va punir celui-ci, on va emprisonner celui-ci, mais les problèmes perdurent. Mais posez-vous, cherchez la solution ailleurs aussi, par exemple en sociologie, anthropologie ou bien en philosophie. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, le Togolais, il a un comportement qu'on ne peut pas corriger à travers la loi. Ce n'est plus possible. Ah bon? Ben vous en enfermez 100, au même moment 1000 font les mêmes bêtises. Là, vous allez enfermer tout le monde. Parce que c'est nous tous qui sommes comme ça. Et je vous donne l'exemple du petit chef de village qui, parce qu'il a pris un cabri, ben, il donne raison à celui qui a tort. Et il donne tort à celui qui a raison. Ailleurs, vous amenez un cabri, ben, l'autre vous dit, mais je ne peux pas faire ça, monsieur. Mais parce que vous n'avez pas raison. C'est pas parce que j'ai pris un cabri que je vais vous donner raison. Tout simplement, les gens ont ce genre de réflexe-là. C'est ça justement qu'il faut cultiver. En tout cas, il faut se poser des questions. À un moment donné, quelque chose qui s'est passé dans la société togolaise, qui a changé nos habitudes, qui a changé notre comportement. On n'a pas amélioré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être qu'à force de mentir, de se mentir, le temps des animations politiques, tout ça là, quelque chose s'est passé en ce moment peut-être qui a fait que le Togolais, de plus en plus, il est corrompu.
Nous, on a fait, il y a 5 ou 6 ans, on est passé dans des écoles pour persuader les élèves de quelque chose. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. C'est le jour-là que j'ai appris l'expression « on est au canamielo ». Ça veut dire « nous monte ». Alors que ce que nous disions, c'était dans leur avantage. On a entendu au fond de la classe « on est au canamielo ». Alors là, j'ai compris que le jeune Togolais aujourd'hui, il ne croit plus à rien. Il pense que partout c'est le mensonge et que c'est grâce au mensonge qu'on peut s'en sortir. Et c'est pas vrai. Et vous allez voir, nous tous nous réagissons un peu comme ça. C'est les bisbilles, les mensonges, les trucs. Alors, on va dire aux auditeurs qui peuvent aussi interagir à l'émission, hein, nous envoyer pour le moment leur message à SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit: les Américains sont partis sur la Lune. Ils nous ont ramené des images de leur visite sur la Lune et nous, on a accepté. Comment Abdoulaye Yaya veut nous faire croire qu'on condamne les gens sans qu'on nous montre les preuves? Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'inviter dans votre émission le barreau pour nous éclaircir surtout ces révélations qui discréditent tout un corps de métier? Vous savez, ils n'aiment pas parler, ces gens-là. Donc, du coup, c'est déjà mort, quoi. Je ne vais pas essayer. On a essayé tant de fois. Il y a la maison familiale d'un ami qui a plus de 40 ans d'existence et qui dispose de tout le papier, même un titre foncier à 3 tampons, qui est en litige en ce moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, certaines personnes sont venues pour lui donner un document qui dit qu'il a perdu le procès. Bizarrement, il appelle son avocat qui dit qui n'est au courant de rien, que le dossier est toujours en instruction. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un faux papier venant d'un tribunal. Et le faux là dont il s'agit à peu près, le juge Yaya aussi l'a dit. Oui, des huissiers des huissiers qui font du faux. Il y en a. Même des commissaires priseurs qui fait à décès de céder. Oui. La vente de l'objet à quelqu'un, oui, effectivement, tout ça a été relevé. Oui, bien sûr. Mais en réalité, pourquoi est-ce que ces gens, enfin, tous ces auxiliaires de justice, surtout les avocats, sont entrés au silence? C'est parce qu'il y a des dossiers en cours. Vous savez que quand il y a une procédure en instruction, la loi fait obligation à toutes les parties de ne pas parler. Première chose. Deuxième chose, et ce qui est un peu délicat aussi, c'est que vous savez, quand vous êtes avocat, on ne peut que parler des affaires ou des dossiers en cours. Mais si vous allez parler des généralités, vous faites de la pédagogie. C'est pour ça qu'aussi, il faut que les avocats, ou l'ordre des avocats, dans une certaine mesure, essayent de faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur le droit et sur le truc de la profession de l'avocat. Et aussi le fait qu'ils ne peuvent pas faire de publicité, ils ne peuvent pas parler du cabinet, etc. Dire que bon, ils sont les meilleurs, voilà. Et puis je vois mal quelqu'un qui va venir s'asseoir pour parler de son confrère. C'est un peu comme si vous me demandiez de parler de Sylvestre Béni. Bon, ça sert à rien. Voilà, ils ne vont pas parler. Mais ils peuvent faire de la pédagogie, genre voilà ce que dit la loi, voilà ce que le droit dit, et qu'est-ce que vous dites des brebis galeuses qui sont dans votre métier. Bon, sans citer de nom, je pense quand même qu'ils peuvent se prêter à cet exercice en face d'un journaliste. Parce que là, c'est la moindre des choses. Oui. Bon, maintenant, par rapport à la gestion de certains dossiers, le fait qu'il y ait des avocats qui s'entendent, vous avez 2 clients devant vous, maintenant nos avocats s'entendent parfaitement. C'est-à-dire que votre avocat et mon avocat s'entendent. C'est extraordinaire, ça. Et ça, on l'écoute de plus en plus. Oui, mais ça, c'est légion. On nous a même dit que si vous avez une affaire en cours au tribunal ou à la justice, et vous avez un avocat, si vous ne le surveillez pas, vous risquez de vous faire niquer. Oui. Et donc c'est vrai. Oui, mais eux-mêmes le savent. Parce que avant même que le dossier n'arrive, si par exemple c'est maître X qui est en charge du dossier de l'autre côté, maître Y qui doit défendre ça ici, il appelle X pour lui dire que c'est moi la défense. Bon, maintenant, comment tu instruis le dossier? Voilà, donc on s'entend. Parce qu'ils sont comme ça, mais ils s'entendent parfaitement. Hein. Ouais. Ils s'entendent parfaitement. Oui, il y en a des ennemis quand même. Oui, mais même pas au détriment des clients. Quand même, c'est un corps que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est un corps que j'apprécie beaucoup. Oui, qui se bat, oui, bien sûr. Ils sont homogènes. C'est un corps homogène. Dans les dossiers pour savoir ce qui se fait aussi. Oui, mais ils s'entendent parfaitement. C'est de l'immoralité, ça. Non, sincèrement, moi je mets ma main au feu. Ailleurs, ça ne peut pas marcher. C'est de l'immoralité au plus haut degré, quoi. Au plus haut degré. Comment est-ce que celui à qui vous avez fait confiance, vous savez qu'à la justice, quand un gardien vole, il prend le double de la peine. Un gardien comment? C'est-à-dire que si je vole une moto, je peux prendre 2 ans. Mais si je suis le gardien, celui qui doit garder la moto, je suis payé pour ça, je vole la moto moi-même, je prends 4 ans.
Il prend 2 ans. Parce que là, c'est immoral. Quand le gardien lui-même, il vole son patron, mais il est doublement puni. Donc, quand un avocat qui vous avait fait confiance, il vous vole, parce qu'il s'agit de vol, ils vous ont volé votre bien, ils vous ont volé votre bien et votre procès, ils vous ont volé votre victoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas le radier, tout simplement? Et c'est ça. Moi comme je l'ai dit avant, la question est au-delà de ça. Vous savez, si vous dites à ces avocats-là que si jamais il fait un truc comme ça, Vodou va le tuer, et s'il y a des preuves, vous allez voir, ils ne vont pas le faire. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que je dis que c'est une question philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont peur de la loi réellement? Non. Mais ils ont peur peut-être d'autre chose. S'il y a la preuve, si un avocat fait ça pour la tuer, un deuxième, vous allez voir tout le monde, ils ne vont pas accepter la compromission. Mais pour terminer, bon, il y a quelqu'un, je pense, il a la nationalité allemande, je le connais, il me dit que le passeport, c'est de 1 à 10 ans selon l'âge et selon les besoins. D'accord. Du moins pour l'Allemagne. Oui. Lui, il a la nationalité, donc je ne peux que le croire. Oui. C'est de 1 à 10 ans selon l'âge et selon les besoins. D'accord, très bien. Puisqu'il est 12h sur la radio, on marque une pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio. Retour en studio avec Gérard Ouissan et l'homme ici Béni à des réactions. Il y a un auditeur qui nous dit: je suis très écœuré pour tout ce qui se passe au Togo. C'est au Togo, on nous parle de déclaration des biens et rien n'est fait jusqu'à présent. C'est au Togo que les voleurs au col blanc remboursent l'argent qu'ils ont volé sans être inquiétés. C'est au Togo, on enferme les journalistes pour diffamation. C'est au Togo, on emprisonne les manifestants pendant plus de 6 mois. Pour leur opinion politique. Les Togolais sont tous devenus des exilés politiques dans leur propre pays. Plus de manifestations. Nous sommes fatigués de cette justice de 2 poids, 2 mesures. Le Togo appartient à tous les Togolais et certains Togolais ne doivent pas être au-dessus de la loi. L'histoire retiendra toutes ces injustices. C'est ce que dit donc l'auditeur. On dit souvent que les premiers peuvent devenir les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Je demande à nos présidents et nos dirigeants africains de changer les choses avant que les choses changent d'elles-mêmes, de laisser le pouvoir à temps. C'est ce qu'on dit donc de monsieur qui a signé le message, il s'appelle Georges. Voilà. Un autre auditeur qui nous dit: je me demande si monsieur Yaya n'est pas en train de parler indirectement au chef de l'État, puisque c'est lui seul qui peut taper du poing sur la table et arrêter et tout. Il y a un autre auditeur qui nous dit: j'aime beaucoup les argumentaires de Gérard, il est plus qu'un philosophe. Parfois je me demande pourquoi Fabien Singbe ne peut-il pas piocher de tels gens pour le conseiller. Vous êtes partant, Gérard? Pour le sou. Parce que j'en ai besoin. Alors moi je ne suis pas politique, pas du tout. Non, on peut parler de politique, de conseiller juste. Non. Non. La justice togolaise est malade, dit un autre auditeur. C'est toujours les gens d'en haut qui ont toujours raison. Un bonjour à votre confrère Abi Alpha. Très bien, le message est passé. Alors, il y a un auditeur qui a dit quelque chose de sensé tout à l'heure. Je voulais qu'on l'aborde en 5 minutes et puis on passe à notre sujet. Il dit: nous sommes dans un pays où le président de la République se plaint. Le président de la Cour suprême se plaint. Tout le monde se plaint finalement. Le peuple va faire comment, Gérard? Sylvestre. Sylvestre. Excusez-moi. Oui, je comprends un peu du moins l'inquiétude, sinon la préoccupation de l'auditeur, parce qu'on en était là, je crois, c'était le 26 avril 2012, où le chef d'État adressait passer un réquisitoire à la Yaya, quand il disait que c'est un petit nombre qui accapare donc les richesses nationales au détriment de la grande majorité. Et cela crée donc un déséquilibre nuisible. Ce sont ces mots. Oui, un déséquilibre nuisible qui menace donc la démocratie et le progrès. Vous voyez. Donc il a su bien trouver les mots. On pourrait même dire que, en étant peut-être dans l'antichambre de tout ça, donc c'est presque un aveu. Mais qu'est-ce que le chef de l'État n'a fait? Rien. Que donc le mal se mue presque en épidémie. Maintenant, c'est le président donc, du Conseil de la magistrature suprême, Abdoulaye Yaya aussi, qui par 2 fois dresse donc son réquisitoire, mais à la fin il se voit impuissant donc d'agir pour véritablement corriger donc les tirs. J'étais
je crois, c'est sérieux quand même cette histoire où on était à une conférence de presse au temps donc du général Yak à l'époque. Ministre de la Sécurité. Ministre de la Sécurité, il était, je crois, en 2017, 2018 où il disait que bon, il sait que certains policiers raquettent, qu'il le sait et tout. Maintenant, oui, il a dit que bon, il y a certains qui sont punis. Mais sauf que là, on ne donne pas de nom, on dit Tango, Tango Z, Tango Y, Tango, et puis bon, voilà quoi. On ne donne jamais de nom. Mais devant donc, ces gens donc, de situation, je crois qu'il faut dénoncer la personne. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier au Bénin, ici, il y a un douanier qui est envoyé donc, derrière le barreau parce que on parle de trafic d'influence et tout. Donc aujourd'hui, il est derrière les barreaux, un douanier. Vous voyez, donc à un moment donné, lorsqu'on sévit, on prend donc des décisions fortes, je crois que ça moralise beaucoup plus et puis ça envoie un message fort. FORT. Oui, un message fort à l'endroit donc de l'opinion ou du reste donc de la troupe. Lorsque vous commettez donc les mêmes bêtises, voilà la conséquence. Je crois que c'est ici même où je donnais l'exemple du Ghana où certains policiers donc ont aidé des brigands à aller voler donc des câbles de cuivre de Togo Télécom et tout ça. Mais devant les caméras, les journalistes, ils ont été réformés, ils ont enlevé les traits, ils ont remis à leur supérieur et tout ça. Direction prison. Vous voyez, lorsqu'on prend ce genre de décisions courageuses, je crois que une ou deux fois, mais tout le monde va rester droit dans le bateau. Mais si ici on dit, bon, t'as gros Z, on dit un magistrat quelconque, on dit bon, nous n'avons pas donc de la formule magique pour corriger les tirs, je me dis que c'est trop facile. Et puis bon, on passera notre temps à faire donc des réquisitions, à dresser un réquisitoire. On le fera 10 000 ans, mais rien ne changera. Puisque après, il n'y a pas eu suite logique. On en était là la dernière fois, c'est le Apuchia qui disait que des gens ont détourné, ils ont remboursé et puis basta. Oui, des gens ont volé donc, parce que l'argent de l'État doit servir à faire quelque chose, certains ont pris quand même je ne sais pas si c'est un privilège de prendre et de mettre par devant eux. On les prend, on dit, bon, monsieur, tu as pris combien? Il dit 2000. On regarde dans le cahier, c'est 2000, on dit donne, il donne et puis c'est fini. Bon, continue, retourne à tes casseroles. Mais c'est trop facile. Lorsque on gère un État avec beaucoup donc, de sentimentalisme, d'émotion et tout ça, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Même si ce n'est pas récurrent, si ce n'est pas fréquent, mais un beau matin, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'opinion soit choquée. Que voilà, quoi, tel ministre a été pris dans la nasse parce qu'il a mis par devant lui, et puis bon, directement. On lève le militaire, tout ça, bon, il va répondre devant donc la justice compétente, les tribunaux compétents pour connaître donc de l'affaire. Si ça s'est passé, je crois que ce n'est pas la RDC ou le Rwanda, où en plein conseil des ministres, on a appris que oui, il y a un ministre qui est donc dont le nom a été cité donc dans des faits de corruption. Ben, on lui dit, bon monsieur, bon, lève-toi, va répondre à la justice. Mais si on le fait une, deux fois, voilà que ça va marcher. Mais si on vient, bon, on appelle les journalistes, on dénonce et tout ça. Bon, on va dénoncer pendant 1000 ans, mais rien ne changera. D'accord. On va passer à notre sujet avant que Gérard veut placer un mot rapidement. Sur cette question où tout le monde se plaint quand même au sommet de l'État. Bon, d'abord, moi, je dis, mais quand Sylvestre dit, il faut sévir. Qui va sévir sur qui? Qui va arrêter qui? Puisque tout le monde traîne des casseroles. Vous voyez, quand on dit un policier va arrêter un ministre, vous êtes sûr que l'officier de police, là, lui, ne traîne pas des casseroles? Bon, combien de fois vous êtes journaliste comme moi? Pour ce temps-là, il est investi d'une mission. Il fait ça. On regarde derrière que lui aussi traîne dans quelqu'un d'autre. Toute l'administration sera derrière les barreaux, je vous jure. 90% de l'administration sera derrière les barreaux. Parce que tout le monde va dénoncer l'autre. On ne va pas exagérer non plus. Tout le monde va dénoncer l'autre. Je crois que c'est un économiste qui disait, Thomas Koumou, qui disait que si UNIR doit arrêter donc... et les gens qui mettent par devant eux, que ceux qui sont donc dans la corruption, la concussion, il n'y aura plus donc de membres à la prochaine réunion donc, du parti. C'est possible, dans l'administration. Imaginez, c'est des dizaines d'années que les gens ont passé à faire ça. Donc, qui n'a pas de casserole? Moi, ce que je pense réellement, c'est que
Il faut qu'on laisse finalement les intellectuels dans ce pays se prononcer. Le mal du Togo, c'est que les intellectuels ne font plus leur boulot. Parce que c'est les intellectuels souvent qui trouvent des solutions à nos problèmes. Vous voyez que celui qui trouve... Mais ils ont renoncé à réfléchir. Ils ont renoncé ou bien... Non, pas à réfléchir, mais à parler. À parler. Du moins, ils ont renoncé à faire leur boulot. Non, c'est pas la même chose. Ils ont renoncé à faire leur boulot. Non, mais vous savez, les gens qui réfléchissent et qui parlent en public, ils sont très peu. En tout cas, ils ne s'expriment pas. Normalement, un intellectuel doit pouvoir sortir, par exemple, des livres. Voilà. Plus. Et non pas. Parce qu'il y a des gens qui disaient des choses, mais quand ils sont maintenant aux affaires... D'accord. En tout cas, quand ils ne le font plus, qui va diagnostiquer nos problèmes? Personne. C'est-à-dire que le médecin, vous lui interdisez de diagnostiquer le mal, alors comment vous voulez soigner les malades? Vous les donnez à des gardes malades qui administrent des comprimés un peu au pif, comme on dit, quoi, au hasard. Et là, le malade ne risque pas d'être guéri. Donc, nos intellectuels doivent pouvoir se prononcer sur les problèmes et les problématiques de ce pays. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que cette décision que nous avons prise là, quelles conséquences ça aura aujourd'hui, à moyen terme et à long terme? Par exemple, des trucs comme ça. Mais on ne les entend pas du tout. Et quand vous les approchez un peu, demandez à un intellectuel professeur d'université que vous voulez une interview. Il vous bloque. Votre numéro ne passera plus sur son portable. Il va se dire, il est commandité par qui? Qui l'a envoyé? Ils sont peurs. C'est la vérité. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays comme ça et espérer trouver des solutions? Moi, je crois que ça ne marchera ni aujourd'hui et ni demain. La seule solution, c'est de libérer les énergies intellectuelles. C'est quand même lieu d'avoir des universitaires au Togo qui parlent presque jamais. Hein. C'est pas possible, on n'a jamais vu ça nulle part. Ceux qui parlent, ils sont que 2 ou 3. Ouais. Et qui? Donnez-moi l'exemple. Mais c'était un quand même de gros bouquins. Oh, mais quand vous prenez par exemple Dr Gada, c'est quelqu'un qui est un penseur, hein, il réfléchit, il contribue à sa manière, il organise des colloques universitaires, etc. Il le fait quand même. C'était un de ces colloques il n'y a pas 2 mois. Oui. C'est un ami. Mais je n'ose pas contredire. Il essaye. Si j'étais enseignant, je lui donnerais peu mieux faire. Mais il faut pas mépriser les faits de commencement. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'administration universitaire qui sont professeurs depuis 20-25 ans, mais ils n'ont même pas sorti un ouvrage. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. C'est le système qui permet ça. Oui. Prenez par exemple le budget de l'État. Chaque année, on vote le budget de l'État. Oui. Combien d'économies sous professeurs d'université vous voyez décortiquer ça en début d'année? Presque personne. Mais c'est pas normal. Mais en même temps, c'est pas normal. Aussi, faudrait-il avoir le document avant, parce que là. Le budget de l'État, oui, mais on n'a pas le budget, et généralement... Oui, mais après le vote, bon, si vous cherchez, vous en avez... C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Mais les gens ne veulent pas. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le chef de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale universitaire. Et les universitaires se parlent entre eux, ils se connaissent. Vous comprenez, un budget de l'État, c'est pas un document secret. Mais si vous voulez un budget, bon, en tout cas, nous, au niveau de la Nouvelle Tribune, chaque année, on a le budget de l'État. Bon, maintenant, l'analyser, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Vous avez plusieurs pages. Et vous devez voir un peu le tableau des opérations financières. Vous allez voir les dépenses, les recettes. Vous allez voir ligne par ligne, les recettes fiscales. Comment est-ce que les choses... Il n'y a pas que ça. Il y a des subtilités et des subtilités dans effectivement, c'est pourquoi je dis qu'il faut une analyse minutieuse. L'impôt sur les sociétés, comment est-ce que l'État entend interagir sur le secteur social, tout ça. Parce que cette année, on nous parle d'assurance maladie. On nous dit que la CNSS, évidemment, ont fait une fusion pour prélever, au lieu de 22,5%, ils vont prélever près de 30%. Vous comprenez? Donc en réalité, il faut voir comment est-ce que le budget se présente par rapport à ça. L'impôt sur les sociétés, l'IS par exemple, aujourd'hui on est à 28% au Togo, mais dans la sous-région la norme c'est 26%, mais depuis plusieurs années on est à 28%. Et les sociétés continuent de plaider pour que l'État revienne à la norme, c'est-à-dire à ce qu'appliquent déjà les autres pays dans la sous-région. Et ça encore, pour le moment, on n'a pas encore gain de cause. Troisième sujet, c'est la RSE. La RSE, mais aujourd'hui, quand vous voulez faire la RSE en entreprise, on vous taxe. C'est-à-dire le fisc vous sort des choses. Oui, mais la RSE. Mais le sponsoring aujourd'hui est taxé. Là, ça n'encourage pas. Quand vous allez à l'hôtel... C'est pour ça que les médias ont des problèmes. Oui, mais quand vous allez à l'hôtel, on vous dit que les sociétés prennent la RSE pour... voilà, ils mettent beaucoup de tout là-bas, ils font autre chose avec. En fait, ce que l'auteur aussi explique n'a pas faux. Vous comprenez? Mais en réalité, parce que quelqu'un vote un budget d'1 milliard par exemple, il vous dit qu'il y a 600 millions dans la RSE. Est-ce que vous croyez ça? C'est parce qu'il va faire autre chose avec ça aussi. Mais en réalité, il faut
quand même choisir une norme pour qu'au niveau de la RSE, on ne puisse pas taxer, pour qu'on puisse sponsoriser les événements, accompagner des initiatives salutaires. Ça, si c'est la norme, il faut le faire. Donc, il y a beaucoup de subtilités dans le budget, mais qui va le faire? Qui va faire cette analyse? C'est nous, journalistes, à notre petit niveau qui le faisons. Oui, si, parce qu'on a peut-être la compétence pour pouvoir analyser un budget. C'est très compliqué quand même. Si vous tendez le micro à un professeur d'université, il ne parlera pas. Un économiste, il ne vous dira rien. Tous les économistes ne parlent pas. Lui n'aura plus jamais de promotion. Jamais à l'université. On a pris une chance avec Khalif. Le ministre Khalif, et depuis qu'il est parti, bon, je crois qu'il est en France, non, depuis. Et voilà, avec Aimé Goguet, parfois, quand Adi était à l'Assemblée nationale. Tous ces gens, ils faisaient la politique, quoi. Non, moi, je parle de vrais intellectuels qui ne sont pas dans la politique. Et justement, il y a un auteur qui pose la question, s'il vous plaît, qui appelle-t-on intellectuel finalement dans un pays? Ceux qui viennent défendre le mandat ou ceux qui font le gros dos sur les étudiants? Non, je pense que la définition d'intellectuel est très simple. Hein. On peut avoir le BPC juste et être intellectuel. C'est-à-dire qu'un intellectuel, c'est celui qui a fait de la réflexion une activité principale. Voilà. Qui réfléchit. Il réfléchit. Des choses il réfléchit sur les choses, il écrit, il dit, il fait des cours. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Maintenant, l'homme, il parlait d'universitaire. Ça veut dire des intellectuels universitaires, c'est de ça qu'on parlait. Mais les intellectuels, c'est à tous les niveaux. Quelqu'un qui dit, moi j'ai réfléchi, ça me plaît de réfléchir. Dans le lot des chercheurs qui n'ont jamais rien trouvé. Non, mais on peut être chercheur sans être intellectuel. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, c'est pas forcément un intellectuel. Un biologiste, c'est pas forcément un intellectuel. Un ingénieur, c'est pas forcément un intellectuel. C'est un technicien. Donc, c'est pour ça que j'ai défini ce que c'est qu'un intellectuel. Très bien. Un ingénieur, son boulot, c'est pas de réfléchir. Je crois qu'il y a une petite phrase qui dépeint si bien la situation. C'est les intellectuels qui cherchent au Togo, on en trouve. Mais ceux qui trouvent, on en cherche. Oui, si. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Juste un mot dans la parole pour le directeur. Juste un mot, c'est sur la CEDEAO. On a vu la réunion la dernière fois et on a vite compris que les positions des responsables de la CEDEAO ont drastiquement évolué. Alors, là où on en est maintenant, il y a une perte de confiance vis-à-vis donc, de cette institution sous-régionale. Est-ce qu'il ne faut pas la dissoudre carrément et refaire autre chose à la place? Non, je ne pense pas qu'il faut dissoudre la CEDEAO, il faut juste la réformer. Vous savez, la CEDEAO a été surprise. C'est pourquoi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas justement dans nos institutions un organe qui se charge de la prospective. C'est très important, vous savez, quand vous êtes en train d'évoluer dans une société, il faut faire de la prospective pour être en avance sur le temps. Ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région surprend la CEDEAO. C'est une redistribution des cartes à l'échelle géopolitique. Maintenant que ça s'est passé, il faut faire quoi? Il faut réadapter les textes. Parce que comme je l'ai dit, la CEDEAO n'a pas qualité à envahir un pays parce que voilà, il y a eu renversement du pouvoir ou tentative de coup d'État. D'ailleurs, la CEDEAO, c'est économie. Oui, par contre, elle peut prendre des mesures par rapport à ceux qui ont quand même sont auteurs de cet acte-là. Mais aucun texte de la CEDEAO n'incrimine cela, malgré l'arsenal de prévention de la paix, prévention des conflits, protocole additionnel, maintien de la paix, tout ce qu'ils ont comme instrument juridique. Il n'y a aucune disposition légale qui interdit ou qui criminalise cela. La disposition n'est pas claire en tout cas sur une tentative de coup d'État. Qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Aujourd'hui, se retrouve dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste réformer l'institution en disant qu'à partir peut-être faire une conférence extraordinaire pour revoir les traités, pour revoir les instruments juridiques afin de s'adapter au temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça peut se passer à tout moment sur n'importe quelle partie d'un État d'Afrique de l'Ouest. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut juste réformer la CEDEAO parce que le président en exercice, le président Tinubu, au premier jet du putsch au Niger, il était là, catégorique. Il était vraiment dans tous ses états. Il a dit, mais moi je crois que c'était l'émotion aussi. Oui, il venait d'arriver. Oui, et puis il a dit on n'acceptera pas. Il était ferme. Mais la dernière fois, les choses ont évolué. Oui, mais les choses ont évolué, mais il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Oui, bien sûr. Beaucoup. Est-ce que c'était l'émotion ou peut-être une réaction d'un novice? Parce qu'il vient d'arriver. Oui, mais il met tout dans l'appareil de l'État. Il y a tout ça dans l'émotion. C'est un faiseur de roi au Nigeria. Et il dit que sous lui, il n'y aura pas de coup d'État. Et puis, patata, quelques semaines après, il y a un coup d'État. Donc, le monsieur se dit, donc comme je l'avais dit, on va envahir et tout. Et bon, après,
Il s'est ravisé, il s'est dit, bon voilà, quoi, il n'y a pas d'issue. Donc il n'y a que deux autres. Aujourd'hui, dans la sous-région, la CEDEAO a quand même en perte de vitesse, sinon a quand même perdu toute crédibilité aux yeux des Africains, surtout de la jeunesse. Même la réformer, est-ce que ça pourrait donner de l'espoir encore à ces peuples-là? Non, le problème réel même de la CEDEAO, vous savez, la main qui donnait toujours au-dessus de celle qui reçoit. Oui, bien sûr. Oui. Donc la CEDEAO, le problème de la CEDEAO, c'est-à-dire que... Pas tout à fait, hein, parce que des fois on voit dans des bureaux, c'est en bas et puis l'autre prend dedans. Bon, ça c'est de l'immoralité pour Roger. Donc, Gérard. Allons-y. Ouais, donc, le problème de la CEDEAO, c'est que c'est pas une institution qui s'autofinance par ses États. C'est vrai qu'il y a des contributions, mais à un moment donné... Ils ne cotisent pas, hein? Oui. Ils cotisent moins. Donc, à un moment donné, il faudrait donc lorgner du côté donc, de l'Occident pour peut-être que l'Union européenne vienne en aide à la CEDEAO. Alors, quand l'Union européenne vous donne de l'argent, mais c'est normal que l'Union européenne vous dise donc ce qu'il faut faire avec l'argent. Donc, parmi l'Union européenne, il y a l'éternelle France qui a gardé donc ses relations avec ses anciennes colonies et qui veut être donc du moins l'incontournable en Afrique. Alors, si la CEDEAO doit prendre une décision et que la France doit regarder pour voir quelle est la décision que la CEDEAO va prendre. C'est là où le bas blesse. C'est là où le problème se pose parce que j'ai une fois écouté Emmanuel Macron qui dit oui, il a discuté avec les dirigeants de la CEDEAO et donc très bientôt il y aura une sanction qui va être prise contre le Mali. Donc ça veut dire que lui déjà, il est au courant de ce qui va se faire. Pour ne pas dire que peut-être que c'est lui qui a même choisi donc, la méthode ou la voie appropriée contre le Mali. Voyez-vous, donc lorsqu'il y a tous ces problèmes-là, la CEDEAO ne peut pas être indépendante. Vous avez vu, pour aller même chasser le Gambien, le guérisseur, là, oui, il a fallu même que la France puisse aider les troupes à aller donc chasser un petit dictateur. Vous voyez? Donc quand il y a tous ces paramètres-là, la CEDEAO ne peut pas être libre. Encore qu'il y a certains chefs d'État qui sont là. Il faut raser ça. Oui, il faut finir avec cette génération. Autre chose à la place. Oui, parce que même malheureusement, c'est que de génération en génération, il y a plus de préfets qui viennent. Vous voyez? Donc, c'est eux qui sont censés donc, réformer l'institution. Donc compliqué. Oui, donc vous ne pouvez pas prendre une décision sans que le maître ne donne son OK. C'est ça le problème. Vous avez vu que la dernière fois, il y a 3 chefs d'État qui se sont assentés. Ils n'étaient pas là au sommet donc, de la CEDEAO. Ils ont d'autres préoccupations. Voilà. Non, ils avaient donc une position tranchée parce qu'ils ont également donc, des privilèges du côté donc, de la France. Aujourd'hui, la CEDEAO, le Nigeria qui est devenu donc, presque le partenaire privilégié donc, de la France. Alors qu'est-ce que le Nigeria va dire dans le cas donc, des dossiers des Niger? Ce qui est intéressant, c'est que les positions évoluent et on verra. D'ailleurs, le président togolais Faure Gnassingbé, là-dessus, il semble être un visionnaire. Oui, exactement. Donc, s'il va résister, il tient pour l'instant Faure Gnassingbé. C'est ce qu'on peut aussi préciser. Gérard, juste un mot rapidement et on donne la parole aux auditeurs. Non, comme vous l'avez dit, la CEDEAO c'est trop discrédité. Moi, je ne vais pas aller loin. Quand vous allez au Ghana, regardez ce qui se passe pour traverser la frontière. Alors qu'on nous parle de COAS, on vous prend l'argent n'importe comment. Il ne faut pas aller même en politique pour savoir que la CEDEAO a échoué. La CEDEAO des peuples a échoué. Ben la CEDEAO même. Ça ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Il s'agit de cartes d'identité et de laisser les gens passer. Ça n'a rien à voir avec le peuple. On vous vole de l'argent au vu aussi de tout le monde. Les Togolais volent, les Ghanéens volent. Oui, on parle de la circulation des personnes des biens. Voilà, donc ça n'a pas grand-chose avec... Bon. Maintenant, dans la crise togolaise avec la Tchadane Tipi, vous voyez tout le grief que l'opposition a eu contre la CEDEAO. Regardez la crise ivoirienne, c'est terrible. Maintenant, dans la crise guinéenne, malienne et tout ça, là, regardez comment la CEDEAO a agi à plusieurs vitesses. Donc tout cela, il y a de quoi être discrédité. Moi, je pense que cette organisation-là doit être redénommée carrément. C'est-à-dire que si moi je m'appelle Gérard, je m'en vais faire quelque chose de très honteux, la première des choses, je change de nom. Hein. Ça, je prends un nom d'artiste. DJ Wissa ou quelque chose comme ça. En tout cas, plus jamais Gérard, quoi. DJ Wissa. Bah, oui. Donc, carrément, moi, je pense que la CEDEAO, il est temps, comme l'homme le dit, non seulement de réformer, mais d'aller au-delà, de créer une autre organisation
avec des règles beaucoup plus claires, beaucoup plus solides, où tout le monde quand même respecte les choses là, quoi. Regardez comment on ferme les ports. Il paraît que c'est écrit en blanc sur noir, en noir sur blanc, dans le protocole de la CEDEAO, que les pays côtiers n'ont pas le droit de fermer leurs ports au pays de l'Interland. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, par exemple? Donc c'est une CEDEAO qui ne respecte aucune de ces règles qu'elle s'est faite elle-même. Et donc, pourquoi alors laisser vivre une telle organisation? Très bien, merci beaucoup. On va maintenant écouter les auditeurs, ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, intervenir en direct dans l'émission. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé, c'est le 92 60 81 81 qui est à votre disposition à partir de maintenant. Chers confrères, vous mettez vos casques pour écouter les auditeurs et ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent des sujets qu'on a abordés. On va prendre le premier qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Mister. Vous avez Grégoire au téléphone. Nous vous écoutons, cher Grégoire. J'apprécie beaucoup vos émissions, surtout vos invités. Oui. Ils donnent des mots qui nous vont droit au cœur, c'est ce que je veux dire par là. Alors, vous vous demandez si la CEDEAO est encore crédible aujourd'hui? Oui. Non. Il faut donner une note à la CEDEAO, il faut lui donner au moins un 0,5. Vous voyez un peu la note qu'il faut donner. Oui. Alors, je reviens sur nous au Togo. Je n'aimerais interpréter le chef de l'État par rapport à la situation togolaise. Il est conscient que les Togolais ne mangent pas à leur faim, mais ils ne tapent pas sur la table. Notre chef de l'État, excusez-moi, il est devenu comme entre une femme. Pourquoi vous dites ça? Oui, le pourquoi je le dis, c'est parce qu'il ne parle pas comme un homme, un garçon. Mais si c'est pour intervenir à l'extérieur, il parle comme un garçon. Mais ici au Togo, regardez ce que notre président de la Cour suprême a fait sortir. On va essayer, on va rester là, et on va lui dénoncer. Si nous, population, nous dénonçons, et eux, les institutions, eux dénoncent. Maintenant, tout viendra nous sauver dans ce pays. D'accord. Vous ne voyez pas que le moyen là? Merci beaucoup, monsieur Grégoire. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81 à votre disposition pour réagir donc à l'émission. Il y a un auditeur qui nous dit: sachez que le pays est malade et que c'est le président Faure Gnassingbé qui peut le guérir. C'est ce que dit donc cet auditeur. On va prendre un second au téléphone. Allô? Allô, Jerry, bonjour. Bonjour, Jerry, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Si nos intellectuels ou bien nos penseurs ne veulent pas parler, quelle société de demain allons-nous construire? Où sommes-nous en train de construire? S'il n'y a pas de sens de réflexion pour penser la société togolaise de demain, c'est triste. C'est la réalité aussi. Parce que si vous les amenez, on a toujours besoin d'avoir deux personnes avec des idées différentes. Et là, moi qui écoute à la maison, je vais me faire une idée de la chose. Mais figurez-vous, si vous les invitez, à la fin, tout tombera dans la politique. Oui, c'est à la politique de balayer la voie pour que les... Vous allez en Amérique, ils ont leur centre de réflexion. Vous allez en Europe, vous avez aujourd'hui la fondation Jacques Delors. Ils ont toutes ces choses-là. Et ils sont en train de penser les 100 prochaines années. Ah oui, hein, ça. On est là à penser. Ah ouais. La limite. Mais bien sûr. Les intellectuels, on réfléchit en amont. Ils réfléchissent sur les 100 prochaines années. Donc, moi... Nous avons aussi au Togo, je crois, il y a des gens qui ont réfléchi il n'y a pas longtemps en parlant de vision Togo 2030. Vous vous rappelez? Où sont-ils maintenant? Le document est là, au moins. Le document est là. Est-ce que c'est vulgarisé? Non, je ne crois pas trop. Est-ce que vous allez parler de ce document sur votre radio? Oui, en son temps. En son temps? Oui. Ok, bon, peut-être que je ne sais pas là en ce temps-là. Oui, vous n'êtes pas encore nommé. Ok, donc on a besoin de ces penseurs-là. Okay. Concernant la CEDEAO, tout le monde veut l'enterrer. Ok. Enterrons la CEDEAO. On verra la suite. Rester au pouvoir à vie, resteront au pouvoir à vie.
D'accord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelés. On peut prendre encore un dernier auditeur et puis on va rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit, je sais par rapport à la CEDEAO, et il dit que la CEDEAO est morte définitivement pour l'Afrique de l'Ouest avec des décisions ridicules. Chaque État de l'Afrique de l'Ouest doit prendre son autonomie, dit donc cet auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Gérard Sélassié. Ah, Gérard Sélassié, nous vous écoutons. Oui, tant qu'il y aura la France, la CEDEAO survivra. Bon, pour la question de notre magistrat, moi, je l'ai déjà dit, c'est comme s'il interpellait le chef de l'État indirectement, puisque c'est lui seul qui peut taper du poing sur la table. Et c'est comme s'il y a des gens qui le dépassent. Les gens sont au-dessus du chef de l'État. Je ne comprends pas, quoi. Non, personne n'est au-dessus du chef de l'État. C'est lui le seul maître à bord du bateau. C'est le président de la République. Ok, donc le jour où il va décider de taper du poing sur la table, tous vont rentrer dans les classes. D'accord, très bien. Merci beaucoup Gérard Sélassié, merci de nous avoir appelé. On ne prendra plus d'auditeurs. On va conclure rapidement ici, on va à l'antenne. Gérard, je vais commencer par vous. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit? J'ai apprécié ce que M. Jerry a dit, parce que selon moi, le nœud du problème, c'est là. Il faut créer des laboratoires de pensée, ce qu'on appelle des think tanks, ou des think tanks où on réfléchit, quoi. Pour résoudre les problèmes, il faut prendre le temps pour y réfléchir, mettre les moyens, mettre l'énergie. Sans plaisanteur, parce que les influences de gauche à droite. Ça aussi, ouais, celui qui crée des présenteurs, ça aussi c'est un problème. Il faut réfléchir à ce problème justement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à libérer les énergies dans ce pays. C'est l'essentiel. Tant que nous ne l'aurons pas fait, on va faire un peu du pilotage à vue, quoi. Et ça n'amène rien. Vous ne savez pas où vous allez. C'est-à-dire on dit il n'y a pas de bon vent pour un marin qui ne sait pas là où il va. Oui, bien sûr. Vous lui souhaitez bon vent, mais il ne sait même pas où il va. Bon vent pour aller où? Voilà, il faut d'abord qu'on définisse un cap, savoir où on va et puis merci beaucoup Gérard. Oui, hello. Bon, j'ai pas de... Merci à vous. De mots de fin, et juste souhaiter bon appétit à toutes et à tous. Bon, s'ils trouvent à manger, bien entendu, c'est difficile à peu près. Il faut trouver à manger. D'accord, oui, Sylvestre. Non, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? C'est déjà bon. Sinon, de souhaiter joyeux Noël. Déjà? Oui, parce que lundi, on ne sera pas là. Oui, lundi, on ne sera pas là. C'est notre dernière émission pour cette année. Avant lundi. Noël. Avant Noël. Ouais. Non, c'est le fond de l'année, parce que le lundi qui suit, c'est le premier. Oui, de toute façon, on arrête vendredi, donc du coup, on se verra à 8. Oui, c'est la dernière émission. Oui, c'est on se verra à 8. Oui, donc joyeux Noël à tous les Togolais. C'est vrai que c'est compliqué. Il faut en profiter en même temps, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est compliqué, parce que vous voyez, donc il y a eu une certaine morosité. Oui, tout ça. Les journaux, les rédactions fatiguées, voilà, et tout, voilà. Bon, si on trouve quelque chose à manger, donc joyeux Noël. Merci. Si on trouve rien, donc merci beaucoup. Et demain, avec les autres confrères, on va parler de la CEDEAO un petit peu aujourd'hui, on va monter d'un cran. On va aborder le sujet que vous avez évoqué mercredi, passé par rapport au putsch. Ceux qui prennent le pouvoir avec la force, les militaires, est-ce qu'ils sont moins que les civils? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'ils viennent gouverner? On va en parler avec les confrères demain. Putschiste, une vision, une destinée, honneur à la patrie. Voilà. Ne sois pas content de tout le monde, mais on va en parler quand même. Oui, il le faut. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci.